En quelques minutes seulement, l'hôpital régional de Bafoussam a produit 2 lettres circulaires à l'attention de son personnel. Dans le premier courrier, tout patient entrant à l'hôpital doit déposer une caution de 50 000 francs CFA pour sa prise en charge. Sinon, aucune admission dans cet hôpital. Dans le deuxième courrier, le même directeur précise que les services des urgences pédiatriques, urgences adultes et salles d'accouchement continueront avec le bon d'urgence et la caution n'interviendra que 48 heures après. Et le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, parle dans un recadrage d'humanisation des soins. Qu'est-ce qu'il en est exactement pour ce qui se passe à l'hôpital régional de Bafoussam et dans d'autres hôpitaux du Cameroun? C'est l'axe principal du débrief de l'actualité de ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Humanisation des soins dans nos hôpitaux Cameroun, slogan ou réalité, c'est la thématique centrale de ce jour. Les invités sont déjà en plateau. Je commence par Cissé Bamaga, c'est un homme politique qui nous vient du FSNC. Bonsoir et bon retour sur le débrief. Merci, bonsoir à tous mes panélistes de ce soir. Un bonsoir spécial à tous les quartiers de la meilleure commune du Cameroun, Douala 2e, vous le savez très bien. Un bonsoir spécial à la nouvelle direction de Kamwata qui nous regarde ce soir. Mais que j'ai envie de dire, je sais, mais que j'ai envie de dire que le quartier Logbessou Plateau, commissariat 18e en face, ça fait 1 an que les installations, l'eau ne coule pas là-bas. Donc, vous savez que notre rôle, c'est aussi venir donner... non, on a déjà donné l'information, rassurez-vous. Puisqu'on est pris par le temps, on aura l'occasion de vous inviter. Et quand je finis de dire ça, je vous salue, je dis aussi bonsoir à vous. Très belle émission à nous tous. Merci également. Invité au débat de ce jour, le docteur Roger Etoa, médecin de santé publique. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lille et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Je suis ravi de retrouver votre plateau. C'est un plaisir de vous avoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Dimitri Mbala, homme politique qui nous vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Deuxième sortie dans le débrief. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir aux panélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Et c'était déjà un plaisir d'être sur le plateau à chaque fois que vous nous sollicitez. Merci de votre disponibilité. On aura également dans ce programme le docteur Albert Zé, économiste de la santé. Réaction depuis Yaoundé. Et on espère que Francis Eyala, président du réseau national des consommateurs, sera également des nôtres tout à l'heure puisqu'il est encore sur l'axe Douala-Yaoundé. Alors, le décor est donc planté. Je voudrais commencer par vous, docteur Roger Etoa. Que se passe-t-il exactement à l'hôpital régional de Bafoussam? Hier, en l'espace de quelques minutes, on a vu 2 courriers, 2 lettres circulaires adressées au personnel, caution de 50 000 avant admission à l'hôpital et après, volte-face et une réaction du ministre de la Santé. Bon, je dirais d'entrée de jeu que je reconnais que je n'ai pas plus d'informations que tous les autres, de nombreux internautes. On a tous suivi la chronologie des événements sur les réseaux sociaux hier. Il y a eu un premier communiqué du directeur de l'hôpital qui instruisait son personnel d'exiger une caution de 50 000 francs à l'admission des patients. Après, il y a eu cette instruction du ministre de la Santé qui lui demandait de rapporter cette décision. Je pense que quelques minutes après, il a effectivement rapporté cette décision. Je pense que les autorités sanitaires sont probablement en train de
de fouiller un peu, de faire des enquêtes, j'ai vu qu'il y a une autre note qui a circulé aujourd'hui qui faisait état d'une réunion qui était programmée entre le délégué régional de la santé de l'Ouest oui. Avec toutes les équipes de cet hôpital. Donc pour le moment, il est en train de tirer cette affaire au clair. Alors Cissé, qu'est-ce qui peut bien se passer pour qu'un directeur d'un hôpital aussi capé comme l'hôpital régional de Bafoussam se retrouve en train de mettre sur un papier une demande de caution de 50 000 avant toute prise en charge? Je commencerai par saluer déjà tous ceux qui se battent matin, midi, soir dans les différents hôpitaux du Cameroun, parce qu'il faut savoir que ce sont des soldats aussi, et en ce moment où vous savez qu'il y a des maladies comme le choléra, des maladies comme, je pense, il y a une grippe là, une grippe singe, un truc comme ça, une variante singe qui vient de sortir. Variole de singe. Variole de singe, voilà, autant pour moi, merci, qui vient malheureusement d'arriver dans notre pays. Vraiment, je salue tous ces gens-là qui se battent matin, midi, soir dans les hôpitaux pour vraiment à ce que les Camerounais aient une santé de fer. Maintenant, quand je dis ça, je pense que je vais ajouter de l'eau dans le moulin, comme l'a dit un des panélistes qui est à côté de moi, qui appartient aussi au corps de l'hôpital. On a tous vu la dépêche sur les réseaux sociaux, une qui est d'abord sortie, après une autre. Moi, j'appelle ça du rétro-pédalage. Le docteur en lui-même, je pense le docteur Eno, un truc comme ça, c'est quelqu'un de très intelligent. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il puisse sortir une dépêche comme ça, sans vraiment penser aux Camerounais, sans vraiment penser que l'établissement même qu'il est à la tête, c'est un établissement qui est public, c'est avec l'impôt des Camerounais que cet établissement a été construit. Et même quand vous vous rappelez avec un petit peu de recul, vous savez très bien que peut-être lors des prochaines prises de parole, je reviendrai dessus, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a déjà depuis 2017, si j'ai bonne mémoire, il avait mis en place comme priorité la santé publique, c'est-à-dire la santé du Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que les Camerounais aujourd'hui, si on n'est pas sain, il n'y aura pas un État. Et s'il n'y a pas un État, il n'y aura même pas de dirigeants. Donc moi je pense que pour d'entrée de jeu, ce que j'ai envie de dire, c'est très bien que lui-même, le docteur, il a fait rétro-pédalage, et on a vu un ministre très actif, le ministre de la Santé, que je salue d'ailleurs, qui nous regarde ce soir probablement, parce que votre émission est une très bonne et grande émission qui édifie le Camerounais. On va revenir dans le vif du sujet pour mieux plonger et mieux édifier ceux qui nous regardent ce soir. Dimitri, il a fallu que le ministre de la Santé, après les remous sur les réseaux sociaux, puisse demander, exiger au directeur de l'hôpital régional de Bafoussam de retirer, de penser à la politique sanitaire au Cameroun et de retirer cette première circulaire. Non, disons que le ministre n'a pas attendu les remous dans les réseaux sociaux. Le ministre est resté constant par rapport à ce qu'il avait déjà déclaré à l'Assemblée nationale en juin passé, en juin 2022, qui disait que les formations sanitaires ne devaient pas conditionner la prise en charge par le paiement. Donc je crois que le gouvernement est resté cohérent, constant, et c'est ce qui a donné l'aboutissement, n'est-ce pas, de cette sortie hier. D'accord. Alors, docteur Roger, et toi, vous qui êtes au cœur justement de la prise en charge des patients, comment est-ce qu'on en arrive au fait qu'il y ait des malades qui ne payent pas, qui ne soldent pas leurs dettes? Alors, c'est une très bonne question. Vous savez, ce genre de causes sont multifactorielles. La première est évidemment due à la pauvreté ambiante. Vous savez bien que selon les statistiques du PNUD, il y a à peu près 65% de la population vit avec moins de $2. Donc c'est quand même c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Donc il y a le taux de pauvreté monétaire qui est très important. Donc les populations, il peut arriver effectivement que les patients ne soient pas en mesure de pouvoir supporter les charges que leur impose leur prise en charge à l'hôpital. Donc, malgré leur bonne volonté, parfois c'est impossible. Vous savez, à l'inverse,
On n'a pas peut-être beaucoup fait état, mais sur les réseaux sociaux, on voit également la situation inverse à l'hôpital La Quintini, où on parle des prisonniers entre guillemets, parce que là-bas, la politique est de prendre d'abord en charge et ensuite de pouvoir... Il y a un bon verre. Il y a un bon verre. Et vous savez bien que malgré ce bon verre, on se retrouve avec des dizaines de patients qui font des semaines, voire des mois, sans pouvoir régler leurs factures. Donc ça, c'est essentiellement dû à la pauvreté des populations. La deuxième cause est notamment due à la sécurité même de nos hôpitaux. Vous savez que ce n'est pas tous les hôpitaux qui bénéficient d'une sécurité optimale. Il y a un certain nombre d'évasions des patients. Et tout ça, vous voyez, quand les patients, on voit que les conditions de sécurité ne sont pas optimales. Moi, j'étais directeur d'hôpital de district. Parfois, une femme accouche. Au bout de 24 heures, alors que vous êtes encore en train de suivre son cas, vous voyez que parfois elle s'est évadée. Vous voyez parfois les traces de sang, elle a encore du sang, elle s'évade parce qu'elle n'est pas en capacité de payer ses soins et aussi parce que les barrières de l'hôpital sont assez poreuses. La troisième cause est souvent parfois politique. Et je me réjouis que les hommes politiques sont sur cette table. Parfois, c'est la présentation des formations sanitaires qui est souvent prise parfois sous l'angle politique. On dit par exemple que cet hôpital est un don du chef de l'État. Or, le chef de l'État, c'est notre papa à tous. S'il a donné cet hôpital, alors ça veut dire qu'on peut se soigner alors gratuitement. Et parfois, ce discours est relayé par les acteurs politiques locaux, les élites, et tout ça qui parfois mettent la pression sur les responsables des formations sanitaires. Il faut prendre tel en charge, il faut prendre ceci, il faut réduire les frais de morgue, il faut accorder la gratuité à ceci. Et on oublie que l'hôpital également, c'est une structure économique qui doit quand même assurer sa rentabilité et surtout sa pérennité. D'accord. Vous faites bien de préciser justement que l'hôpital, c'est également comme une entreprise. Mais dans le communiqué du ministre de la Santé, il précise l'accès de tout Camerounais dans une formation sanitaire ne devrait être conditionné par aucune démarche discriminatoire susceptible de lui dénier ce droit à la santé considéré comme un droit fondamental de l'humain. Sauf que justement, ça a donné lieu à l'effet inverse. Vous avez des personnes qui arrivent justement dans les formations sanitaires qui peuvent même bien s'acquitter progressivement de leurs dettes, mais délibérément ne le font pas. Écoutez, moi, à Douala 2e, je ne suis pas loin d'un hôpital et j'ai envie de vous dire que vraiment, quand c'est pas bon, vous connaissez très bien que je suis très critique, mais je pense qu'il y a de l'amélioration dans le secteur de la santé. Déjà, comme je vous ai dit, pas plus tard que hier, il y a eu le ministre qui a fait des sorties. C'est un ministre qui est dynamique. Récemment, il a fait une sortie sur les réseaux sociaux, disant même qu'il est sur TikTok, qui peut échanger. Et j'ai envie de vous dire que c'était visible lors de la Covid-19. C'était un ministre qui échangeait, il y avait une interréaction entre Sauf que ça reste là-bas sur le digital, mais nous on a besoin du concret. On n'est pas là pour... Je suis d'accord. Maintenant, là où le bas blesse un petit peu, c'est que depuis le 25 août 2020, il y a quand même eu un contrat qui a été signé entre le gouvernement du Cameroun et la société Sucam SA, où on nous vendait la couverture santé universelle. Ça, c'est depuis le 27 août 2020. Et entre autres, le jour où c'était signé, il y avait pas mal de ministres. Le Premier ministre John Ngouté était là, le ministre des Finances était là, le ministre de la Justice, le ministre du Travail, le ministre de la Sécurité sociale, économie, etc. pour que cet engagement-là, cet accord cadre que j'appelle comme ça, puisse vraiment démarrer. Mais sauf que jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, ça n'a jamais pris et on ne sait pas pourquoi. C'était un mélange d'investissements camerounais et des Coréens. La mayonnaise n'a jamais pris. Donc nous déplorons cela, ce qu'ils ont appelé CSU jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi ça n'a pas pris. Pourquoi ça n'a pas pris? Alors que même dans la Constitution, alors que même dans les lois du Cameroun, on nous dit clair et net, il y a des endroits, il y a des lignes où on dit que l'État doit protéger son citoyen. Est-ce que vous savez que si quelqu'un même qui n'a même pas de famille arrive dans un hôpital et il meurt, l'hôpital est obligé de prendre soin de lui jusqu'à le mettre dans la morgue s'il n'est pas de confession musulmane comme moi, etc., jusqu'à l'enterrer. Moi, je pense que nous, encore au FSC,
SNC, nous pensons que la politique doit retourner où on met l'être humain au centre de tout. Et quand je dis qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, c'est vrai, il y a des efforts qui ont été faits. Aujourd'hui, quand nous étions petits, il y avait des hôpitaux dans notre pays où il n'y avait même pas de barrière, où tout était sale, où les femmes accouchaient, on regardait, mais aujourd'hui, il n'y a presque plus ça, Lynn, je peux vous dire. Ça existe dans l'arrière-pays. Oui, ça existe, je ne refuse pas, mais il y a eu des améliorations considérables et il faut vraiment accepter ça. Il faut dire chapeau au ministre, au gouvernement, mais nous déplorons une fois de plus, nous attendons que ce qu'ils ont appelé couverture sécurité sociale depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Parce que je peux même vous dire, je dis à ceux qui nous suivent que sur Internet, il y a un document qui circule, document plan stratégie nationale de sécurité nationale qui passe de 2020 à 2024. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui a pris. Peut-être pour chuter que c'est peut-être les 1300 milliards que l'État doit injecter qui fait défaut, on ne sait pas, parce que quand on a signé cet accord, autant pour moi, vous êtes un médecin ou alors vous êtes du corps d'hôpital, vous avez attiré l'attention du gouvernement que c'est bien beau pour parler, pour se mettre, signer des accords cadres, mais vous ne voyez pas en tant que spécialiste comment l'État du Cameroun peut fournir cet argent et nous déplorons ça jusqu'à aujourd'hui. Espérons qu'à la sortie de cette émission, il y aura des solutions et que les choses vont aller mieux pour notre pays, le Cameroun. C'est bien compris. Pour revenir, essayer de recentraliser un peu ces débats, Dimitri, il y a justement que depuis 2019 que le ministre de la Santé a pris fonction, il a demandé à tout son personnel, le personnel soignant, de mettre l'être humain au cœur des priorités. Sauf que en 2021, il y a eu des malades qui ont été séquestrés à l'hôpital à la Quintini, et aujourd'hui on a d'autres cas. Est-ce que c'est pas tous ces problèmes-là qui poussent véritablement les responsables d'hôpitaux à prendre sur eux d'agir autrement? Parce que lorsque vous avez 50 indigents, 100, 150, il faut bien qu'il y ait quelque chose. Il ne suffit pas de donner des instructions de libérer les patients, mais qu'est-ce qu'on fait en retour pour résoudre ce problème? Alors, il faut peut-être commencer par préciser que la gestion de la santé publique au Cameroun découle principalement de la loi 90/03 du 4 janvier 1996 qui justement a placé l'être humain au centre des préoccupations en matière de santé publique. Et lorsqu'on parcourt cette loi-là, on se rend effectivement compte que l'hôpital a une mission de service public et donc doit s'engager à produire des soins de qualité. Maintenant, l'hôpital est également une organisation comme toutes les autres, qui a des charges et qui doit assurer son fonctionnement. C'est-à-dire que si vous allez dans un hôpital, il faut que l'hôpital soit capable de payer les factures d'électricité, d'acheter les médicaments à la fin des consommations médicaux, d'assurer les employés. L'hôpital a des charges. De fonctionner. Et donc, il faut, à un moment donné, une sorte de rentabilité. Encore que l'humanisation dans la prise en charge n'est pas la gratuité. Parce qu'il faut faire la différence. Quand vous arrivez dans une formation sanitaire, on vous prend d'abord en charge et après, vous gérez vos factures. L'humanisation dans la prise en charge n'est pas la gratuité. Et donc, l'hôpital a des charges qu'il faut couvrir. Maintenant, la difficulté, c'est que les enjeux de l'organisation hospitalière sont économiques, comme pour toute autre organisation, mais également sont vitaux, parce qu'il s'agit de la vie des êtres humains. Et donc, concilier ces deux objectifs-là, c'est parfois ambivalent. C'est-à-dire que vous avez une offre de soins de qualité que vous devez produire, vous avez les coûts qui doivent être les plus bas possibles, vous avez les délais de prise en charge que vous devez, n'est-ce pas, dont vous devez également tenir compte. Donc, ça fait qu'il y a une ambivalence. Et si vous voulez raisonner dans une logique fortement gestionnaire, alors ça donne tout de suite des dérapages parce qu'on dit que vous manquez d'humanisme dans la prise en charge. Et si vous agissez dans une logique purement humaniste, alors votre hôpital ne sera même plus capable d'assurer son autofonctionnement. Vous ne pourrez plus entretenir les scanners vont tomber en panne, vous ne pourrez plus assurer même l'entretien de l'hôpital et donc le plateau technique va se détériorer. Donc voilà
un peu, n'est-ce pas, comme ça, la difficulté dans la gestion d'un hôpital. D'accord. Docteur Roger, et toi, comment on fait pour concilier les deux alors finalement? Parce qu'il faut bien gagner de l'argent pour faire fonctionner l'hôpital qui est comme une entreprise. Et de l'autre côté, il faut bien s'occuper des patients sans qu'il y ait de problème. Qu'on ne vous exige une caution de 50 000 avant de commencer à vous injecter un produit. Comment concilier tout ça? C'est très intéressant ce que le responsable représentant du RDPC a dit et qui est très capital qu'on a toujours confondu. On a toujours confondu l'humanisation des soins à la gratuité des soins. On a même confondu l'humanisation des soins à la gentillesse. Hein? Intolérance. On dit il faut que le personnel sourie et tout ça, mais on peut bien sourire, mais s'il n'y a pas les moyens pour continuer à vous prendre en charge, là, ça va être compliqué. L'humanisation des soins est un concept bien précis qui est tiré de l'ordonnance du ministre de la Santé français, de Jacques Chénaud, de 1958, exactement, qui codifiait ce qu'on appelait l'humanisation des soins, qui intègre des concepts d'information du patient, d'éthique, c'est-à-dire que de logistique du patient, c'est-à-dire que le lit qu'il doit avoir, les repas, le nombre de repas qu'il doit avoir, où il doit garder ses effets personnels, un certain nombre de choses, les horaires de visite des gardes malades et tout. C'est ça ce qu'on appelle l'humanisation des soins et tout ça. C'est pas la gratuité, c'est pas la gentillesse et tout. Et maintenant, pour continuer avec la réponse de votre question, il faut savoir que le problème, c'est qu'on est resté figé à la version initiale de l'hôpital parce que l'hôpital, comme son nom l'indique, était un endroit, c'était la maison d'hôte, comment on va dire. C'est-à-dire que l'hôpital qui a été créé au XVIIe siècle était créé pour recevoir les indigents, les paralytiques, les gueux, les clochards. C'était vraiment le lieu de recueil de la pauvreté, de la misère. C'était un lieu de charité, c'était un lieu de bienfaisance à l'origine. Ouais. Après la révolution industrielle, avec le développement de la médecine, l'hôpital s'est donc progressivement médicalisé. Et après, on est donc, c'est-à-dire que dans l'évolution, par exemple, de la conception de l'État social français, qui inclut, où on a vu apparaître le droit du travail, la sécurité sociale, avec tout ça, la maladie, la vieillesse, les charges familiales et tout ça. Et c'est là où on a donc commencé à prendre ça. Et le troisième pilier qui est dans le service public. Le problème dans l'hôpital, c'est que l'hôpital se retrouve donc antinomique avec, c'est-à-dire qu'il a dans une mission de service public. Or, par exemple, l'une des caractéristiques du service public, c'est la gratuité et le désintéressement. Or, on dit que l'hôpital a une mission de service public et après on se retrouve en train de demander de payer. Donc ça, c'est assez contradictoire dans l'esprit de l'hôpital. C'est pour cela que avec les penseurs néolibéraux tels que Milton Friedman et tout ça qui ont donc introduit, donc qui ont donc repensé donc la question des inégalités sociales, où on dit bon, il ne faut pas forcément construire les services publics partout comme les hôpitaux et tout ça, assurer la gratuité. Il faut plutôt peut-être donner les moyens aux gens de pouvoir se prendre en charge. Ah donc l'idée maintenant... L'augmentation du SMIC. Voilà, la création du MIC, le SMIC, et tout ça. Augmenter les salaires. Voilà, qui est une espèce d'impôt négatif, c'est-à-dire qu'on essaie d'élever un certain nombre de personnes qui ne pouvaient pas payer un certain nombre de charges. Et donc c'est pour cela donc, pour Ambré, c'est que, je le dis déjà d'emblée, la CSU, la couverture santé universelle qu'on attend, ne sera pas la panacée. Au contraire, si on s'amuse, ça peut aggraver la situation. Ça peut aggraver la situation parce que, en l'état actuel, ça va entraîner une surconsommation des soins, ça va entraîner un assèchement de la trésorerie des hôpitaux qui vont attendre longtemps et tout ça, par exemple, pour se faire rembourser. Et tout ça, et ça peut, et dans un contexte de corruption ambiante, ça peut encore arriver. Donc, c'est pour ça que il faut la solution, si vous le permettez. La solution est notamment de renforcer le pouvoir d'achat des citoyens pour qu'ils puissent avoir
les moyens de pouvoir se prendre en charge. La deuxième, et tout ça, c'est de pouvoir assainir un certain nombre, c'est-à-dire que la vie publique, par exemple, lutter contre la corruption, et tout ça pour que... On reviendra justement dans notre partie de votre solution tout à l'heure. Le temps pour nous de prendre le docteur Albert Zé. Il est économiste de la santé. Il a d'ailleurs, sur cette situation, adressé une lettre au chef de l'État pour faire un peu le scanner du système de santé au Cameroun. On l'écoute grâce à Colin Souanchouan. Suite à la décision du directeur de l'hôpital régional de Bafoussam d'imposer une caution à tous les patients qui doivent se faire prendre en charge, je dirais ici tout simplement que le directeur de l'hôpital de Bafoussam essaye d'apporter une solution à un problème que nous vivons depuis des années, depuis des décennies dans ce pays, qui est celui de l'insolvabilité des patients dans les hôpitaux. Vous savez qu'à un moment donné, on a des patients qui n'arrivent pas à payer leurs soins de santé et on se retrouve donc avec des patients insolvables qui sont retenus dans des hôpitaux comme des prisonniers. Donc, à partir de là, il est question donc pour des gestionnaires d'hôpitaux de trouver des solutions, puisqu'ils sont quelque peu abandonnés à cette situation. Mais il faut comprendre ici que des solutions comme celle qui a été prise ne sont pas optimales et ne permettent pas à l'hôpital de garder son caractère social. Ça, il faut le dire. Et puis également ici, je crois que la sortie du ministre n'a pas été optimale, tout simplement parce que elle ne permet pas ici de résoudre le problème dans le fond, parce qu'il y a un problème de fond. C'est que le fonctionnement de notre système de santé est basé sur une politique de recouvrement de coûts depuis 1987, et cette politique de recouvrement de coûts voudrait qu'il y ait une barrière financière d'accès aux soins. Donc forcément, il y a ce problème qui existe, et quand on sait que le Cameroun est allé un peu plus loin dans ses dispositions en disant que, en liant en quelque sorte le fonctionnement de l'hôpital et ainsi que les revenus du personnel aux recettes hospitalières, donc nous avons des recettes hospitalières qui doivent alimenter le fonctionnement de l'hôpital et également les quotes-parts du personnel. À partir de ce moment, les directeurs des hôpitaux qui sont sous pression, parce qu'il faut faire fonctionner l'hôpital et il faut également payer non seulement les quotes-parts du personnel, mais également ce personnel qui est recruté par l'hôpital, qui n'est pas fonctionnaire. Donc, ces directeurs sont sous pression. Et à un moment donné, ils essayent donc de trouver des dispositions ou alors des solutions qui peuvent leur permettre de pouvoir avoir ces recettes hospitalières. Ça, c'est l'une des choses. Et donc, le problème qui se pose, c'est juste que la disposition prise par le directeur de l'hôpital régional de Bafoussam est une disposition ou alors une solution à caractère individuel, et pourtant nous avons plutôt besoin d'une approche systémique pour résoudre ce problème. Donc il faudrait qu'on aille vers des solutions durables pour pouvoir résoudre ce problème qui est un problème systémique et un problème qui se pose dans tout le système de santé camerounais et qui perdure depuis, parce qu'il faut le dire que ce système de caution existe dans beaucoup d'hôpitaux jusqu'à présent. C'est juste que le directeur de l'hôpital de Bafoussam a juste parlé de ça de façon ouverte par rapport aux autres hôpitaux. Merci beaucoup, Dr Albert Zé, pour ces précisions. Alors, si on comprend donc qu'il ne faudrait pas seulement sortir un courrier, il est temps de prendre la chose dans le fond. Oui, il est temps de prendre les choses dans le fond. Tout à l'heure, vous avez semblé croire que j'étais hors sujet. Je n'étais pas hors sujet. Je ne l'ai jamais dit. Parce que vous avez pris la parole et dit qu'on revient sur le sujet. L'un des gros problèmes des Camerounais aussi, c'est que l'État nous a proposé quelque chose, je ne sais pas, comme d'habitude, du cosmétique. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure le médecin que j'ai à ma gauche, il a très bien dit le moment où l'État avait proposé cela. Vous, les médecins, le corps, je le répète encore, parce qu'il a même une fois de plus le dit, les médecins avaient vu ça comme de la poudre de perlipimpin. C'est-à-dire quelque chose que, comment ils vont faire cela? Moi, je pense que les solutions aujourd'hui
Les solutions sont claires. La solution, c'est quoi? C'est que l'État du Cameroun, le ministre de la Santé et tous les directeurs d'hôpitaux, pour ne même pas dire le personnel de santé, doivent s'asseoir pour trouver les solutions, parce que les problèmes sont là, comme dans différents secteurs. Mais sauf que là, nous parlons de la santé publique. Moi, vous, là, sur le plateau, si ça ne va pas, on va nous amener dans l'un de ces hôpitaux. Vous voyez ce que je dis? Donc, moi, je pense que, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est que, urgemment, je vous ai dit lors de la prise de parole que dans les hôpitaux publics aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui se font. Je vous dis, beaucoup d'efforts. Il y a des personnes qui ont des arrêts de salaire, il y a des personnes, en ce moment où je vous parle, le choléra fait ravage. Au point où il y a eu une campagne de vaccination, si j'ai encore bonne mémoire, oui, et tout. Donc, il faut saluer déjà ce qui se fait. Mais l'État du Cameroun aujourd'hui doit aussi mettre la main dans la poche. On nous a fait des propositions avec la couverture santé universelle. Ça fait aujourd'hui, ça dure un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que comme l'a dit le monsieur que vous avez pris tout à l'heure, depuis Yaoundé, je pense très bien, le problème, il est là. Il faut saluer même Eno Georges qui a percé la plaie, parce que je comprends depuis hier sur les réseaux sociaux, il faut le sanctionner. Là, j'étais à la Vindicte populaire, il faut le virer. Il faut le virer, mais non. Je vous ai dit non. À la prise de la parole première que j'ai faite, je vous ai dit que ce monsieur, le connaissant un petit peu, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui connaît très bien son boulot. Ce qu'il faut faire, c'est que, l'État eux-mêmes d'abord, le gouvernement doit baisser ses charges. Lui-même son train de vie pour qu'on ait de l'argent. Vous savez très bien comme moi qu'on a presque plus d'argent. Là où le Cameroun peut prendre l'argent dans n'importe quel couloir, on a pris des fois des sommes exorbitantes à rembourser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut aussi que ceux qui sont élus, pourquoi pas les députés, les maires, c'est pas peut-être leur rôle, mais ils peuvent aussi assister. On a des superstars qui peuvent aussi assister. Il y a des hôpitaux aujourd'hui où je vous ai pas entendu parler du scanner, il y a des hôpitaux où il n'y a même pas de radio. Il y a des hôpitaux où il n'y a même pas de groupe. Quand on coupe la lumière chez moi, on coupe la lumière à l'hôpital. Et c'est pas normal. Vous voyez ce que je dis? Il y a des hôpitaux aujourd'hui qui n'ont même pas de lit qu'on puisse se coucher très bien quand on est malade. Tout ça, c'est ensemble ligne. Il n'y a pas que le gouvernement, parce qu'aujourd'hui, on connaît très bien les problèmes du monde. Le monde est un petit village où aujourd'hui tout est asphyxié économiquement depuis la Covid-19, avec la guerre en Ukraine et j'en passe. Moi, je pense qu'il faut déjà saluer le corps des médecins qui fait beaucoup. Et l'État du Cameroun aussi doit donner sa poigne. Et nous aussi, on doit être sage quand on arrive dans un hôpital, parce que si ce médecin, ce docteur Eno Georges a fait ce genre de sortie, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans les hôpitaux, ils sont soignés, après ils fuient. Il y a même beaucoup de personnes qui viennent dans les hôpitaux, j'ai été témoin, semblant d'être visiteurs malades qui volent les sacs, qui piquent les téléphones. Tout ça, c'est des choses que nous devons changer si nous avons besoin de construire notre pays pour que le pays soit très bien d'ici 2035 à l'émergence, autant pour moi, du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Dimitri, on a dit tout à l'heure que c'est un problème qui demeure dans plusieurs formations sanitaires au Cameroun. Est-ce qu'il n'est pas temps finalement de redéfinir et de potentialiser même cette relation soignant-soigné, parce que il y a des directeurs qui n'ont pas la force, des responsables d'hôpitaux qui n'ont pas la force de dénoncer ouvertement ce qu'ils vivent dans leur formation sanitaire, et la situation qui est arrivée hier à l'hôpital régional de Bafoussam, c'est pour eux comme un ouf de soulagement. Il y a eu la Quintinie avec ces malades séquestrés-là pour plusieurs millions de francs CFA impayés. C'est important aujourd'hui qu'on repense cette relation-là entre le soignant, le soigné. Bon, disons que de façon globale au Cameroun, il y a des efforts qui ont été entrepris par le gouvernement depuis 2014 d'abord. Ça, on l'a déjà compris. Mais il y a un problème réel maintenant qui est là. Parce que s'il y avait véritablement ces efforts dont vous parlez, aujourd'hui, on ne serait pas sur ce plateau en train de débattre d'un problème. Parce qu'il est question d'améliorer ce système-là. Alors, l'amélioration du système de santé au Cameroun repose a été inscrite dans les objectifs du développement durable depuis 2016. Et bien avant ça, avec le plan d'urgence triennal que le président avait décrété en 2014. Mais qu'est-ce qu'il faut voir dans les objectifs de développement durable dans lesquels nous sommes engagés? Alors, le président de la République a, pour le compte de la réforme du système de santé, donné une enveloppe de 5 000 milliards. De 5 000 milliards pour la réforme du système de santé. Vous voyez que ça a un coût. 5 000 milliards, c'est le budget du Cameroun pour l'exercice d'une seule année.
Et cette réforme du système de santé s'étend de la période de 2016 à 2027. C'est-à-dire que les 5 000 milliards doivent être investis sur cette période-là. Et il y a un certain nombre de plans, il y a un certain nombre de secteurs un certain nombre d'actions qui ont été réparties là-dedans. Il y a la numérisation du système de santé, la promotion de la santé, la prévention de la maladie, la prise en charge, la réhabilitation des infrastructures, etc. Donc vous voyez que... Ça reste des grands discours, hein, parce que pour le Camerounais qui est au quartier, là, qui va à l'hôpital La Quintini se soigner, ce qui l'intéresse, c'est de savoir est-ce que j'ai les moyens pour... Je ne suis pas sur les efforts. Je voudrais vraiment qu'on rentre dans la problématique si vous avez des personnes qui n'arrivent pas à se soigner. Mais quand vous voyez le nombre d'hôpitaux généraux qu'on a maintenant, le nombre d'hôpitaux généraux, le nombre d'hôpitaux de référence que nous avons actuellement, ça montre, c'est du concret. Mais vous regardez le nombre de diplômés en médecine qui sont recrutés chaque année, c'est du concret. Maintenant, il faut tenir compte du fait que la population aussi croît. Il y a une démographie qui est galopante, qui croît. Et les ressources ne suivent pas nécessairement cette tendance-là. Donc, les difficultés comme celle-là, ça ne justifie pas, mais ça explique un peu la situation sur le terrain. Maintenant, la relation entre les patients et les médecins. Vous savez, nous sommes, il l'a dit tout à l'heure, dans le système de quote-part. C'est-à-dire qu'en plus de leur salaire, les médecins reçoivent les quote-part sur l'activité. C'est-à-dire que nous avons développé un peu sur le modèle français la tarification à l'activité. Et plus les hôpitaux ont des activités, plus les médecins aussi ont une prime de rendement. Et donc, je voulais dire en début d'émission, ça crée une certaine ambivalence entre les objectifs qui sont économiques, parce qu'il faut tenir, il faut toujours avoir à l'esprit que l'hôpital aussi, c'est une entité économique, mais avec des objectifs et les enjeux qui sont sociaux. Sauver les vies, ils ont le serment d'Hippocrate, il faut tenir compte d'abord de l'humanisme dans la prise en charge. Donc, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, non pas parce que le gouvernement ne fait, mais parce que nous avons certaines réalités qui nous accrochent encore. D'accord. Docteur Roger Toa, sur cette problématique qui vient soulever tellement de dysfonctionnements au sein de nos formations sanitaires, on aurait souhaité voir les médecins, oui, l'Ordre national des médecins réagir sur cette manière de fonctionner. Parce que vous avez d'un côté des médecins qui accusent les patients de ne pas pouvoir payer leur facture à la fin du traitement. Vous avez de l'autre les responsables de formation sanitaire qui vous disent que oui, c'est vrai que le ministre nous envoie des instructions de libérer X, de libérer Y, sauf qu'on a des charges. Il faut bien payer les médicaments, il faut faire tourner l'hôpital. Comment on fait avec des dettes de près de 33 millions de francs CFA, 50 millions pour les uns, c'est énorme. Écoutez, les médecins ou le corps médical est tout simplement membre de la société civile camerounaise. Donc, c'est comme si vous demandez aux médecins pourquoi ils n'ont pas réagi. Vous devez demander aux consommateurs pourquoi ils ne réagissent pas à la coupure de gaz. On a réagi. De quelle façon? Donc, en fait, c'est pour dire que nous avons... c'était l'incident du Bafoussam avait à la fois... Est-ce qu'on doit finalement considérer ça comme un incident? Est-ce que ce n'est pas de l'espoir? Ou alors qu'il fallait véritablement quelqu'un pour percer cet abcès-là et montrer aux yeux du monde que les hôpitaux souffrent dans leur chair, mais n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Peut-être on s'arrête sur ce qu'on a vu, sur les circulaires, sur la réaction du ministre, mais c'est un problème de fond que ça met aux yeux du monde. Il faut qu'un cadre, pour que les médecins réagissent, vous savez qu'on est dans un état très codifié, pour que les médecins réagissent, il faut qu'il y ait un cadre de concertation entre l'État et les médecins. On se met à parler en désordre et à faire en désordre. Vous-même, vous savez... trouble à l'ordre public. Voilà, à quoi on s'expose. Donc, si vous voulez la réaction des médecins, vous les convoquez dans un cadre de concertation. Ils vont vous dire le fond de leur pensée, c'est-à-dire qu'avec des faits à l'appui, avec des études et des constatations de terrain. Bon, si vous ne recueillez pas leurs avis, nous on vous regarde, on continue de soigner comme on peut.
quand ça nous dépasse, on va laisser. Donc, je pense que c'est pas une affaire de médecin, c'est une affaire de système de santé, avec toutes ces parties prenantes. Les parties prenantes que sont les patients, je crois qu'on se désole de ne pas avoir le représentant des consommateurs. Il a dit qu'il était encore en route, parce qu'il a sorti un courrier sur cette affaire. Oui. C'est une affaire des patients, c'est une affaire des praticiens, c'est une affaire des autorités, c'est une affaire des hommes politiques, c'est une affaire des hommes des médias. Peut-être, si les autorités veulent, on peut par exemple convoquer des assises nationales de la santé, des états généraux de la santé, un certain nombre de choses, pour qu'on puisse dire les choses les yeux dans les yeux, avec à sortir d'un communiqué, d'un plan de résolution et tout. Mais nous, on ne peut pas, on n'est pas en capacité de pouvoir parler en désordre, de dire des choses en désordre, parce que, voilà, vous savez. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps pour ce ministre de la Santé, Manaouda Malachi, de laisser TikTok, de laisser Twitter, de laisser cette affaire de rester dans le bureau, envoyer une communication, parce qu'on vous a envoyé une capture WhatsApp pour vous dire que, monsieur le ministre, est-ce que ça chauffe de l'autre côté? Il réagit. Mais est-ce qu'il n'est pas temps pour lui de descendre dans ces formations sanitaires-là, comprendre, discuter avec les responsables de ces hôpitaux, parler même avec des patients pour comprendre véritablement c'est quoi le problème. Parce qu'en 2019, où il a pris fonction, en janvier 2021, il y a eu un cas pareil avec les indigents. Nous sommes en 2022. On espérait quand même de lui qu'il puisse aller échanger avec ces directeurs d'hôpitaux et résoudre le mal, que de nous plaquer des communiqués à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, je l'ai dit ici sur ce plateau que c'est ensemble qu'on peut construire à l'élan 2035. Moi, je pense que vous avez posé une question au docteur. Bon, il n'a pas vraiment répondu. Moi, je pense que les médecins, c'est pas la solution. Parce qu'aujourd'hui, ces médecins-là, ils sont fatigués. Ils sont vraiment fatigués parce que ça fait longtemps que plusieurs médecins dénoncent beaucoup de choses dans les hôpitaux. Beaucoup de choses, mais ils ne sont pas écoutés. Maintenant, qu'est-ce que ces médecins font? Ils se battent à avoir leur centre de santé, pour ne pas dire leur clinique. Et quand vous arrivez, vous faites 2-3 jours. Mais il y a des phénomènes graves dans notre pays, le Cameroun. Vous avez par exemple mal à un endroit que je refuse de citer. On vous dit que le spécialiste va venir dans 2 jours. Dans 2 jours. Donc votre mal doit attendre le spécialiste. Vous voyez que c'est très compliqué. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ces médecins-là, ils ont râlé, ils ont parlé, ils ont écrit, ils ont tout fait. Il y a un responsable, même pour vous permettre de développer, il y a un responsable d'hôpital qui a dit Lille, je préfère même que cette affaire éclate. Comme ça, pour permettre au ministre de la Santé publique de comprendre qu'il y a un mal profond et qu'il doit véritablement convoquer une réunion. Voilà, justement, merci. J'étais en train de vouloir vous dire qu'au Cameroun, il y a 2 corps qui sont vraiment soudés. Il y a les médecins, il y a les avocats. Je les salue s'ils nous regardent ce soir. Ils sont tellement soudés. Ils font de belles choses. J'ai envie de dire que si d'autres corps, même nous les politiques, les enseignants, si on prenait exemple avec eux, leur exemple, c'est qu'on avance. Bon, pour revenir sur le débat, je dis très bien que ces médecins, quand vous arrivez par exemple, comme vous voulez qu'on parle à ceux qui nous regardent, ceux qui sont au quartier, quand vous arrivez dans un hôpital, c'est eux qui vous redirigent vers leur clinique, leur centre de santé, où vous payez ce que vous payez pour avoir la santé. Moi, je pense que le ministre, bon, on ne va pas l'empêcher d'être sur TikTok, sur Twitter, parce que même le président de la République aujourd'hui tweet quand il veut informer les Camerounais. C'est temps précis, vraiment un moment précis. C'est le travail, nouveau monde. sur le terrain. L'IN, c'est le nouveau monde. Canal 2, en ce moment, on nous regarde aussi sur les réseaux sociaux. Mais je pense que pour être plus concret, le ministre doit se bouger. Pourquoi pas appeler déjà une première réunion avec l'ordre des médecins, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, avec tous les directeurs d'hôpitaux de tous les 10 régions du Cameroun, et que ces directeurs, ils font une semaine de travail avec vous les journalistes et qu'on prend les problèmes cas par cas et puis on les traite. Parce qu'au final, on parle, on va sortir d'ici, le Camerounais va arriver pour acheter un paracétamol, on va lui dire 100 francs. Pour acheter un carnet, il y a des carnets à l'hôpital public, 2500 francs. Dans un pays où on vit avec, vous avez dit tout à l'heure, $2, c'est extrêmement grave. Et j'ai envie de vous dire que les partenaires
citoyens du Cameroun qui accompagnent le Cameroun dans le secteur dont nous parlons ce soir donnent gratuitement les paracétamol, donnent gratuitement, comment on appelle ça, les seringues, c'est ça. Il y a pas mal de choses que l'Organisation mondiale de la santé et beaucoup d'associations au niveau mondial aident, mais dans nos hôpitaux, ils sont obligés de vendre. Et pour embrayer sur ce que le représentant du RDPC dit, ils vendent pourquoi? Parce qu'ils doivent payer les factures, payer les charges, payer tout le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, même dans le secteur de santé, un secteur primordial, l'État a abandonné ses populations, l'État a abandonné son pays et on a les yeux que pour pleurer. Espérons que sortant de cette émission, vraiment, on va édifier ceux qui nous regardent. Le ministre de la Santé, personnellement, je le dis, non, n'insistez plus. N'insistez plus. Sois actif. C'est vous qui avez demandé qu'il ait les réseaux sociaux. Je vais lui passer le message que Lynn a demandé que vous laissez les réseaux sociaux, vous fassiez une réunion avec les médecins, vous travaillez sur le terrain. C'est compris, si c'est. Alors, Dimitri, on parle quand même de la santé. C'est une affaire sérieuse. Mais on a l'impression aujourd'hui que le domaine de la santé, c'est une balade de santé, finalement. Non, le domaine de la santé ne peut pas être une balade de santé. Ce serait très grave. Ce serait même insulter les médecins qui sont sur. Ces médecins souffrent dans leur chair. Quand vous voyez un directeur régional se mettre en train de vous dire qu'il faut payer une caution, c'est parce qu'il n'en peut plus. C'est parce qu'il n'en peut plus. Vous dites ça, c'est que il attend des factures impayées de l'État. Il n'a pas l'air d'un médecin qui souffre. Hein. Tout le monde est malade, la maladie s'ignore. Vous avez une belle veste, docteur. Pour être plus sérieux quand même, les chiffres montrent quand même une évolution de la santé globale des populations au Cameroun. C'est-à-dire que si on prend le secteur des maladies transmissibles, vous allez voir que la prévalence d'un certain nombre de maladies, le VIH-Sida, le paludisme et autres, ont considérablement diminué. Je parle sous le contrôle d'un médecin qui est présent. Ça, c'est la pauvreté. Mais la pauvreté, comment? Alors qu'on vous dit que le taux de prévalence des maladies a diminué. Et donc, il y a comme une augmentation de il y a des chiffres, sauf jusqu'à présent, on ne peut pas vous dire exactement combien de Camerounais existent dans notre pays, puisqu'il n'y a pas eu un recensement. Ça montre que... Et puis, du côté de la santé même juvénile, les enfants, les décès des enfants, ça a beaucoup diminué dans le pays. Le décès des femmes en accouchement. Même l'espérance de vie a progressé. L'espérance de vie a progressé. Ça veut dire que... le paludisme continue de tuer. Hein. Le taux de prévalence n'a pas baissé là-bas. Le taux de prévalence du paludisme a baissé. Ça n'a pas baissé, pas du tout. Le taux de prévalence du Cameroun a baissé. Votre document, il faut le réactualiser. Donc ça montre quand même qu'il y a des efforts qui sont faits. Maintenant, si vous regardez les maladies qui font l'objet d'un programme, des programmes prioritaires de santé, dont le paludisme et autres, vous voyez qu'il y a des actions qui sont mises. Je crois d'ailleurs que le paludisme pour les enfants de 0 à 5 ans est gratuit au Cameroun. C'est du papier. Le traitement dans les formations sanitaires est gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans. Sur la poliomyélite, les campagnes de vaccination qui sont régulièrement mises en œuvre par le gouvernement montrent quand même qu'il y a des efforts qui sont faits. Maintenant, on voudrait que cela puisse s'étendre à l'ensemble des maladies, y compris les maladies non transmissibles, mais le problème demeure, c'est comment financer toute cette activité de soins. Et comment financer lorsqu'on vous dit dans un pays que les gens s'évaporent avec des milliards et des milliards de francs CFA? Ce sont des problèmes structurels. Il faut bien qu'on en parle. Parce qu'on ne peut pas souffrir dans les formations sanitaires. Un médecin ne peut pas gérer les factures de 33 millions quand on les dilapide. Comme ça, on vous dit qu'un homme, à lui seul... On vous dit qui? Donc, il y a quand même, non, on suit l'actualité ensemble. On fait dans la langue de bois. Il y a la corruption, il y a les enquêtes qui sont menées. Allez-y. Alors, lorsque vos enquêtes auront abouti, on saura. Mais pour le moment, nous avons un problème qui est structurel, c'est que il y a un problème de financement global pour la réforme du système de santé. D'accord. Alors, docteur Roger, toi, finalement, est-ce qu'il n'est pas temps peut-être de s'engager vers la prévention pour éviter justement qu'on se retrouve à des situations pareilles, pour éviter qu'il y ait trop de malades, puisqu'il s'appuie toujours sur le fait qu'il y a une démographie forte, et en plus de ça, il y a beaucoup de malades dans les formations sanitaires. Est-ce qu'il ne faudrait pas travailler aussi sur cette population, prévenir un certain nombre de maladies pour que les hôpitaux soient moins saturés, pour éviter qu'on nous demande des cautions de 50 000 francs CFA? Non, l'un n'empêchera pas l'autre. L'un n'empêchera pas. Même dans les pays où la prévention sanitaire
est optimal, il y a toujours quand même un taux de personnes qu'on reçoit dans les hôpitaux. Mais ce que vous dites est effectivement réel. La prévention doit rentrer comme une des priorités de notre système de santé. Je pense que M. du RDPC qui manipule assez bien les chiffres il faut bien les réactualiser. Vous dira que le budget de la promotion de la santé, au ministère de la Santé, n'excède pas 2 à 5% de l'enveloppe globale. Mais il y a un rapport qui précise, pour ne pas que 90% du budget même consacré à la santé, c'est baladé à autre chose. Non, là, allez-y. Je suis pas responsable. Je suis pas responsable. Vous ne pouvez pas accuser. Non, vous ne pouvez pas à chaque fois. Vous ne pouvez pas à chaque fois. Non, c'est vous relancer et permettre d'évoluer dans le débat. Vous ne pouvez pas à chaque fois accuser le gouvernement sur des faits qui sont supposés. Je vous pose des questions. Vous qui durez RDPC, vous apportez des réponses. Vous ne pouvez pas accuser. Disons que la prévention doit être quelque chose de multidisciplinaire. On doit avoir une prévention qui émane de la stratégie nationale de la prévention, mais il faut également savoir que dans le cadre de la décentralisation, l'État a également confié un certain nombre de missions sur le secteur sanitaire à certaines collectivités territoriales décentralisées, que sont les régions et les communes. Je dis par exemple, dans la question par exemple du contrôle de l'hygiène des aliments, et tout ce n'est pas le gouvernement qui viendra faire, c'est quand même le rôle des collectivités territoriales décentralisées de venir faire. Si vous allez dans les marchés à Douala 2e, je suis sûr qu'on peut compter le nombre de femmes, en fait, de personnes qui vendent des aliments qui ont un certificat médical, tout simplement. Et c'est pas qu'il n'y a pas un endroit où on ne signe pas, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient au moins contrôler. Est-ce que vous qui vendez les denrées alimentaires, vous avez au moins ce certificat médical? On parle du choléra qui sévit de façon endémique à Douala. Ça peut être l'occasion, par exemple, pour les collectivités territoriales décentralisées de pouvoir accélérer un peu sur la question de la prévention. Il y a la prévention dans les entreprises, il y a la prévention dans les établissements scolaires, il y a la prévention même dans les hôpitaux, parce que ça va que vous pouvez, si la prévention n'est pas bien faite dans les hôpitaux, vous pouvez venir en santé et rentrer malade. Ce qu'on appelle les maladies. Et vous qui êtes médecin, votre cri, ce serait quoi, votre doléance pour qu'il n'y ait plus des cas pareils? Ce serait quoi, puisque vous êtes du corps? Non, je pense que il faut se concentrer uniquement en ce qui concerne la médecine. Il faut faire aboutir la réforme hospitalière qui dort dans des tiroirs depuis des lustres pour pouvoir mieux réorganiser et restructurer les hôpitaux pour que tout ne soit pas centré sur la personne du directeur, mais que les responsabilités soient un peu éclatées et tout ça dégagé. Il faut terminer. Deuxième chose, effectivement, il faut améliorer la sécurité sociale des Camerounais. C'est-à-dire qu'il faut que les Camerounais, surtout les plus pauvres, les plus indigents, puissent avoir un soutien qui leur permet au moins de pouvoir résoudre un certain nombre de besoins vitaux. Ça peut être, comme on l'a dit, par la sécurité, la couverture santé universelle, mais également on peut introduire d'autres couvertures, également telles que le SMIC. Pour terminer, justement, parce qu'on est pris par le temps. Non, et pour terminer, je pense qu'il faut, comme je l'ai dit, lancer un des états généraux de la santé, pour qu'un certain nombre d'acteurs du secteur, du système de santé puissent se retrouver, se parler, parce que comme on vous l'a dit, vous savez, quand vous êtes directeur d'hôpital, c'est une fonction à la fois technique, managériale, mais aussi politique. D'accord. Donc il y a un certain nombre de choses que... Il faut faire le juste milieu. Voilà, vous pouvez juste échanger avec les autorités compétentes. Donc c'est le mot de la fin, nous appelons à la mise en place ou à la tenue des états généraux de la santé. D'accord, merci. Puisque j'ai deux hommes politiques qui bavardent beaucoup sur ce plateau, je vais vous permettre juste une minute. C'est-à-dire, je commence par vous, Cissé. Comment faire pour sortir de cette crise? Non, pour sortir de là rapidement, vraiment, il faut que on a les moyens, parce que les pays qui n'ont même pas les moyens comme le Cameroun l'ont fait. Qu'est-ce qu'il faut? Premier soin, les soins doivent être gratuits au Cameroun, les premiers soins. Deuxième chose, le carnet
médical doit être gratuit aussi. Dernière chose, c'est que l'État du Cameroun, avec le personnel médical, ça urge qu'ils s'asseyent ensemble pour échanger, pour trouver des bonnes solutions, parce que là, on parle de santé. Merci. Et quand on parle de santé, je salue comme ça. Non, merci. Qui font des efforts dans ce corps médical. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas que je les salue. C'est des soldats aussi, c'est des soldats. Je vous salue, bonsoir dans les hôpitaux. Pour limiter la crise au sein de nos formations sanitaires. Alors, pour sortir le mot de la fin, pour sortir là-dessus, il faut commencer par saluer le gouvernement qui a entrepris des efforts pour la réforme du système de santé. Il y a des efforts qui certainement sont faits, parce que lorsqu'on parle de la santé des populations, c'est quand même quelque chose de sensible. On ne peut pas s'amuser avec la santé des populations. J'ai d'ailleurs une pensée pour les patients qui sont dans les hôpitaux en train de chercher à retrouver cette santé-là. Donc, il y a des efforts qui sont entrepris par le gouvernement. C'est vrai, il y aura certainement encore des efforts qu'il faudra faire. Mais, de façon globale, il y a des activités qui vont dans le cadre de la promotion de la santé, avec donc qui sont menées au sein des établissements scolaires, etc. Il y a des actions qui sont faites au niveau de la prévention des maladies, qui sont également entreprises au niveau du ministère de la Santé. Et enfin, des actions qui vont dans le sens de la prise en charge des cas et de la gouvernance hospitalière. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. On souhaiterait justement que notre système de santé soit plus juste et équitable. Et on va remercier le directeur de l'hôpital régional de Bafoussam qui, c'est peut-être une maladresse qui a permis quand même de creuser et de savoir qu'il y a un sérieux problème qu'il faut résoudre. Et on interpelle ici le ministre de la Santé. Certainement, il fera une communication, puisque Canal 2, il aime bien cette chaîne-là. Il fera une communication officielle pour dire exactement ce qui sera fait pour éviter des crises dans nos hôpitaux. Francis Yala, malheureusement, n'était pas avec nous aujourd'hui. Cissé Bamanga, merci d'être venu. Docteur Roger Toa, ça a été un plaisir de vous avoir. Dimitri Mbala, merci. Et on dit merci également au docteur Albert Zé depuis Yaoundé pour sa contribution. Demain, c'est le sport qui prend le relais. Juste derrière moi, un dossier spécial vous sera proposé par le 19h50, présenté par Alain Gislain Kanga. Ne quittez surtout pas. Bonsoir.